Bonjour à tous, merci à Philippe Boukobza de m'avoir confié ce sujet, donc la ligne médiane. Il n'y a pas que le corps calleux, en effet, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet traité. Alors si on considère une coupe de référence, BIP-PC, que nous faisons tous chez chaque fœtus, on peut subdiviser cet axe antéro-postérieur en 5 tronçons. Un tronçon médian, 2 tronçons paramédians antérieurs et postérieurs et 2 tronçons aux extrêmes. Si je fais cette ségrégation sur des tronçons, c'est pour parler de l'écho-anatomie présente sur chacun de ces tronçons. Alors voyons d'abord le premier tronçon. Vous voyez qu'on a bien souvent des difficultés compte tenu des ombres acoustiques portées par les frontaux, compte tenu du fait qu'on aborde cette zone-là de manière non orthogonale et que c'est des structures osseuses, donc la transmission est très altérée. Alors, il y a dans ce secteur-là, il y a dans la partie tout antérieure la faue du cerveau, donc ce repli de la dure-mère, qui est donc hyperéchogène quand les situations de transmission sont bonnes. Mais là, vous voyez qu'on est dans une zone où la partie antérieure des lobes frontaux est difficile à voir. En revanche, la partie postérieure, car vous voyez que cette faue du cerveau est très étroite, enfin très courte sur le plan antéro-postérieur dans sa portion antérieure, elle est plus importante dans la portion postérieure. Donc en revanche, la zone qui est visible le plus souvent et qui s'arrête au niveau du genou du corps calleux, c'est bien l'interface entre la face interne des 2 lobes frontaux. Alors cette coalescence des lobes frontaux, elle ne peut être totalement réalisée que quand le corps calleux, enfin les fibres calleuses ont décussé et rapproché ces hémisphères cérébraux. Et donc ça laisse ici un espace qu'on connaît bien au dépistage au 2e et au 3e trimestre quand ça arrive, sur la génésie calleuse, donc le signe du triple feuillet, qui est donc la faue du cerveau, c'est une coupe supérieure à celle du plan du BIP, et de la face interne des hémisphères, des lobes frontaux. Donc à 17-18 semaines, ceci est physiologique, ça ne l'est plus évidemment ultérieurement. Alors, vous savez que, évidemment, plus tard, le cerveau prospère et donc cette citerne interhémisphérique va se collaber. Et donc, la faue du cerveau et la face interne des lobes, ici pariétaux, fait qu'on a une seule interface. Alors, pour la zone, le tronçon paramédian antérieur, ben là, il y a une pièce évidemment importante, le complexe antérieur, en fait, l'association de plusieurs éléments que nous connaissons tous. Rappelez-vous que le cavum qui centre ce complexe antérieur, il se trouve à l'aplomb de cette ligne bicoronale. Et c'est la raison pour laquelle la transmission des ultrasons est optimisée par la petite fenêtre acoustique de cette suture coronale proximale à la sonde. Et c'est un outil assez intéressant pour repérer ou azimuter la position antérieure, trop antérieure ou trop postérieure de l'image supposée septale. Alors, nous connaissons tous ces éléments qui composent ce complexe antérieur, qui est vraiment une structure sentinelle du développement des anomalies de la ligne médiane. Donc, le genou du corps calleux, le cavum, les cornes frontales des ventricules qui flanquent ce cavum, et puis ces 2 petites structures ici qui sont en dessous, donc les colonnes du fornix, une autre structure commissurale télencéphalique qui peut constituer un piège. Il y a par ailleurs donc la scissure interhémisphérique qui donne cet aspect d'encre de marine avec le genou du corps calleux. S'il n'y a pas de dilatation du 3e ventricule, eh bien cette ligne médiane se prolonge au-delà. Et donc sur une coupe transversale du BIP-PC, il y a une interruption de la ligne médiane due à la présence du genou du corps calleux et du cavum septum pellucidum. Donc évidemment, il faut se protéger de ce piège classique. Vous voyez que cette image ressemble à la précédente, mais là évidemment, il s'agit d'une coupe qui n'est pas la coupe de référence, elle est trop basse par rapport à la coupe du BIP-PC. Elle passe par ces 2 colonnes du fornix qui vont mimer, singer une cavité septale, alors que si par exemple il n'y a pas de corps calleux, eh bien, le fornix peut être présent, et ce qui va renvoyer le diagnostic au 3e trimestre, voire en postnatal. Le tronçon central, il est marqué par les masses thalamiques. Alors, dès le 1er trimestre, ces masses thalamiques, on les voit très bien en coupe coronale. Elles sont sous les ventricules latéraux, ici centrées par les plexus choroïdes qui occupent quasiment tous ces ventricules latéraux. Et entre ces 2 masses thalamiques qui apparaissent hypoéchogènes au 1er trimestre, s'insinue le 3e ventricule.
Et on connaît bien ce troisième ventricule entre les deux masses thalamiques. Il faut rappeler que le troisième ventricule est une structure beaucoup plus étendue que ce que l'on voit là, mais simplement quand il n'est pas dilaté, eh bien, on n'en voit que la partie centrale où il y a un petit écartement. Et il s'étend, ce troisième ventricule, de l'arrière du cavum septum pellucidum jusqu'en arrière, assez bas, au niveau de la jonction, pratiquement au-dessus de la jonction thalamo-pédonculaire. Et donc, la conséquence de ça, c'est que quand il y aura une dilatation du troisième ventricule, eh bien, on aura sur la ligne médiane une image d'addition entre les deux masses thalamiques. Alors, vous voyez ce petit schéma donc, pour illustrer le plan de passage. Donc, ce troisième ventricule est une structure très étendue. Et sur ce schéma, vous voyez qu'il est tapissé à sa partie supérieure de son propre plexus choroïde, et qui, comme les plexus choroïdes des ventricules latéraux, est hyperéchogène. Et Élodie en a parlé tout à l'heure, j'en reparlerai. Pour le quatrième tronçon, donc paramédian postérieur, là aussi, il y a une pièce importante sur le plan échographique, compte tenu de sa nature liquidienne, c'est la citerne ambiante. Et notez que cette citerne ambiante, elle est à peu près équidistante du cavum septum pellucidum, et à peu près équidistante aussi de l'axe transverse pour la mesure du BIP. Et donc, c'est une bonne opportunité pour l'inclinaison antéro-postérieure de la coupe du BIP. Alors, cette citerne ambiante, donc, c'est un espace de liquide céphalorachidien, oui, qui est délimité en bas par le vermis et le cervelet. Et si on remonte le plan de coupe, eh bien, on voit la coalescence des lobes occipitaux et on va jusqu'au départ des scissures pariéto-occipitales. Alors, en coupe sagittale, cette zone liquidienne est une opportunité pour faire passer des ultrasons dans cette zone-là, ici, pour permettre d'insonner des territoires hyperéchogènes qui sont des repères très intéressants. On a d'abord la tente du cervelet, qui est parfois difficile à visualiser, mais en connaissant la présence de cette citerne ambiante, on peut tracer donc, la présence de cette tente du cervelet. Et donc, je reviens sur ce triple arrondi hyperéchogène, qui est très utile, comme l'a dit tout à l'heure Élodie, quand il n'y a pas de corps calleux et quand il n'y a pas de cavum septum pellucidum, c'est très difficile d'être sûr qu'on est en coupe strictement sagittale. Eh bien, ces trois allons rondis sont très utiles. Le premier, donc en haut, c'est le toit du plexus choroïde, enfin, c'est le toit du troisième ventricule tapissé par le plexus choroïde. Le deuxième, c'est la lame tectale qui recouvre l'aqueduc de Sylvius, et évidemment, le troisième en bas, c'est le vermis. Alors, c'est également sur cette coupe sagittale qu'on va voir sur la ligne médiane des repères vasculaires qui peuvent être utiles à connaître. Donc d'abord le sinus droit qui longe la tente du cervelet et le sinus longitudinal supérieur qui court sous la voûte crânienne et qui vont tous deux se rejoindre au niveau du torculare. Et enfin le cinquième tronçon, on a ici la scissure interhémisphérique qui à 22 semaines, on a la faute du cerveau dans sa partie postérieure qu'on peut voir à 22 semaines car les lobes occipitaux ne sont pas encore totalement jointifs. Et vous voyez ici par exemple, on est beaucoup plus tard, mais vous voyez que là il y a des espaces péricérébraux inhabituellement larges. On a des ventricules d'aspect inhabituel avec un contenu inhabituel également, donc on est en situation pathologique. Donc cet aspect-là est pathologique au troisième trimestre ou au deuxième trimestre de la grossesse. Alors, sur ce cinquième et dernier tronçon, une bascule vers le bas nous amène au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc, cette ligne médiane, elle se continue entre les deux pédoncules cérébraux et un peu plus bas aussi entre les deux structures du pont, qui sont des structures symétriques avec une interface qui se prolonge entre ces deux structures, interrompue par le quatrième ventricule, qui lui-même cède la place au vermis cérébelleux. Alors, voyons maintenant, donc, après avoir défini ces éléments-là, des situations qui ont tout en commun de contenir les signes d'appel sur la coupe de référence du BIP-PC que nous faisons tous. Alors vous voyez, c'est une maman un peu replète, IMC 41, il faut se méfier de ces situations, parce qu'il y a beaucoup de bruit, de bruit de fond, de bruit parasite, d'écho-parasite, et donc on a facilement tendance à penser que, par exemple, dans cette partie antérieure, eh bien, ce soit des échos de réverbération, et donc on peut passer à côté assez facilement. Il faut essayer de faire d'autres coupes, là ici en passant par voie vaginale pour essayer de s'affranchir de ces échos de réverbération et on voit que en fait il y a une fusion ventriculaire avec l'impression qu'on a un plexus choroïde commun, unique, qui passe au-dessus de la ligne médiane et la coupe coronale donne le diagnostic, on est dans le spectre des holoprosencéphalies, vous voyez qu'on a un ventricule unique et surtout on n'a pas de scissure interhémisphérique ici, donc holoprosencéphalie. Chez cette autre jeune femme, non moins replète, vous voyez qu'on est ici donc à 28 semaines, et là on ne peut pas se satisfaire de l'aspect de la portion antérieure de la ligne médiane, même s'il y a des échos de réverbération, et je n'ai pas pu obtenir mieux sur les coupes chez ce fœtus. Donc il faut à ce moment-là dégainer d'autres coupes
La coupe coronale fait le diagnostic immédiatement, puisque vous voyez qu'il n'y a pas ici de scissure interhémisphérique, et il y a un ventricule ici unique, commun. Et quand on fait une bascule un petit peu postérieure, c'est une coupe coronale, on va faire une coupe inclinée vers l'arrière, ça nous permet de voir qu'il y a en fait deux cornes occipitales, donc donnant un peu un aspect de flèche qui est peut-être évocatrice d'une holoprosencéphalie dans une forme peut-être semi-lobaire. Alors, chez ce même fœtus, une coupe sagittale montre des images tout à fait inhabituelles. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'un cavum septum pellucidum et d'un corps calleux au-dessus. Sur la coupe transverse qui est à gauche, on ne voit pas cette image liquidienne, tout simplement parce qu'elle était au-dessus du plan de coupe du bip PC, ici, et donc il faut remonter pour la voir. Alors, si on analyse cette image, on comprend déjà les hypothèses diagnostiques. On est bien trop haut pour un cavum septum pellucidum, ça n'est pas un aspect de corps calleux, et donc on a ici très probablement un pont de parenchyme cérébral au niveau frontal et peut-être même au niveau pariétal. Cette image liquidienne est plutôt un ventricule commun. Et vous avez remarqué cette petite image qui, elle, n'est pas un artefact, mais qui est une des artères cérébrales antérieures, qui, ne trouvant pas son chemin, puisqu'il n'y a pas de scissure interhémisphérique, est obligée d'aller vers l'avant pour pouvoir remonter ensuite au-dessus, enfin, en avant donc de ce lobe frontal commun et unique. Encore une situation où la coupe de référence n'est pas satisfaisante, puisqu'on n'a pas du tout accès au complexe antérieur, bien qu'on ait des sutures coronales qui soient bien ouvertes. Et donc, on va faire une coupe sagittale, et là encore, on n'a pas les repères habituels. Et donc, si on fait l'analyse, ben là encore, on a l'impression qu'on a un pont de parenchyme cérébral qui fait fusionner les deux lobes frontaux. Et cette image n'est probablement pas un cavum septum pellucidum, mais les ventricules qui se rejoignent. Et donc là encore, c'est pathognomonique, c'est pas Bernard Benoît, mais Jean-Pierre Bernard qui a décrit ce signe du serpent qui rampe sous la table osseuse, cette artère cérébrale antérieure qui fait comme elle peut pour remonter vers l'avant et repartir vers l'arrière. Alors la coupe coronale donc, montre ici qu'il y a une scissure interhémisphérique, mais il faut aller la chercher très loin en arrière, et donc c'est aussi une holoprosencéphalie. Autre exemple, 24 semaines, donc là on a un complexe antérieur où si on fait l'analyse pas à pas, eh bien on voit qu'on a une scissure interhémisphérique, on a un genou du corps calleux ici, on a des cornes frontales des ventricules latéraux, mais il manque un petit matériel qui est la paroi médiale des ventricules latéraux. Comme vous le voyez sur cette coupe témoin, il manque les deux parois internes des ventricules, des cornes frontales des ventricules latéraux, réalisant un tableau d'agénésie septale. L'agénésie septale peut être ou non associée à une dysplasie septo-optique. Alors, ce n'est pas toujours très simple. Vous avez à 30 semaines ici un aspect qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Et encore une fois, il faut être rigoureux sur les éléments de la coupe de référence. Ici, vous voyez que ce cavum n'est pas tout à fait habituel, donc ça justifie des coupes différentes. On commence par les plus simples, il suffit de remonter le plan de coupe, et on voit ici que les deux ventricules latéraux communiquent largement entre eux, mais pas sur toute leur longueur. Et donc, quand on va faire une coupe coronale qui est plutôt médiane, eh bien, on va avoir ici la large communication entre les cornes frontales. On voit qu'il y a un corps calleux au-dessus. Mais quand on va faire une coupe frontale légèrement plus en avant, eh bien, on aura une image d'allure habituelle. Il faut être méthodique et faire des plans de coupe sérieux. Alors, il peut y avoir des anomalies septales, mais dans des contextes, on va dire, d'anomalies acquises, c'est-à-dire dans des ventriculomégalies majeures. Le barotraumatisme de la dilatation ventriculaire exerce sur les parois septales une fenestration, puis la destruction de ces parois septales. Voilà une autre situation très tardive, 36 semaines, patiente référée à 36 semaines pour un cavum inhabituellement gros et de forme inhabituelle aussi, puisqu'il a l'air allongé, piriforme. On a du mal à voir le genou de corps calleux, on essaie des coupes, on voit un genou de corps calleux, mais qui semble subir un effet de masse de cette cavité septale. On fait une coupe coronale, on voit les éléments du complexe antérieur, les cornes frontales ne sont pas dilatées, mais effectivement, ce genou du corps calleux subit la pression de cette image kystique. C'est la coupe sagittale qui donne la réponse. Vous voyez qu'ici, on a une structure qui est un kyste septal, en fait. Et on aurait pu le deviner ici, puisqu'on voit la partie postérieure de ce kyste à l'intérieur. Le pronostic bon si c'est isolé et non compressif. Pardon, j'appuie sur le mauvais bouton.
Que penser de cette image qui évoque vaguement un scarabée sur la ligne médiane? Évidemment, il faut multiplier les plans de coupe. La coupe coronale nous montre un corps calleux. On voit le sillon péricalleux, le callosum marginal. Les cornes frontales ne sont pas dilatées. Le genou est présent. La forme du cavum est inhabituelle, un peu triangulaire. La coupe sagittale montre que toutes les pièces sont présentes, mais c'est un gros cavum, septum pellucidum pour le terme. Généralement de bons pronostics, mais il a été décrit par les neuropédiatres des troubles neurodéveloppementaux dans un certain nombre de cas. Ça a été aussi décrit en association avec le syndrome de Di-George. Ce n'est évidemment pas ce signe-là qui sera le signe d'appel de ce syndrome. Et alors, que penser de cette image un peu désarçonnante sur la coupe de référence? On peut formuler l'hypothèse que c'est un gros cavum avec une dilatation segmentaire des cornes frontales, mais dans cette hypothèse-là, à quoi correspondraient donc ces deux images, ces deux ailettes postérieures? On fait d'autres coupes, une coupe coronale qui montre que tous les éléments du complexe antérieur sont présents. Ça pourrait correspondre en effet sur cette vue-là à une dilatation des cornes frontales. Vous voyez qu'en outre, il y a des espaces péricérébraux inhabituellement larges. Et c'est la coupe parasagittale qui nous montre qu'en fait, c'est un kyste, enfin deux kystes, pseudokystes sous-épandymères. Les pseudokystes sous-épandymères donc, se développent à la face externe des cornes frontales, le plus souvent des ventricules latéraux, mais on peut les trouver sur d'autres territoires. Généralement, ils sont en avant des trous de Monro. Ceux-là a été un peu gros, mais ils peuvent être en chapelet et il y a des variations assez importantes dans l'aspect de l'expression échographique. Alors, on est à 23 semaines, une ventriculomégalie mineure et une image en lieu et place du cavum septum pellucidum, mais dont la forme n'est pas habituelle et on ne peut pas laisser passer ça. On doit faire d'autres coupes et c'est la coupe sagittale. Élodie nous a montré un exemple tout à l'heure. Vous avez ici en fait un kyste interhémisphérique très bas qui a empêché très vraisemblablement les fibres calleuses de décusser. Et donc vous voyez qu'on a les éléments de la sagittalité, le vermis, la lame tectale, le toit du troisième ventricule. Et donc une agénésie calleuse, on pourrait dire secondaire, à la présence d'un kyste interhémisphérique. Et la coupe coronale montre bien cette formation kystique. Alors là, on est à 18 semaines, donc plus difficile. Cette fois-ci, c'est deux images surajoutées, deux images d'addition sur la ligne médiane. On fait une coupe sagittale, c'est très difficile, cette moment été un peu forte aussi. Et là, on voit qu'il y a quand même un déficit de présence de l'ébauche calleuse qu'on aurait dû voir, qui fait environ 11 à 12 mm à cet âge-là. Et à la place, on a deux images liquidiennes, ce qui permet d'évoquer la possibilité de kyste arachnoïdien interhémisphérique, ce que vient confirmer probablement la coupe coronale. Alors là, deux images, pareil, sur la ligne médiane, mais à la différence du cas précédent, elles sont un peu plus écartées. Et si on lit cette image avec tout ce qu'elle peut nous donner comme information, eh bien, vous voyez qu'elle est limitée en arrière par ici le splénium du corps calleux. Vous avez ici les ventricules latéraux avec les plexus choroïdes. Donc on est très postérieur, mais en avant du splénium. Voilà, une coupe un peu plus verticale qui retrouve ici ce splénium. Donc on devine à peu près à quoi ça peut correspondre. Il faut faire une coupe sagittale qui vous montre que c'est la persistance d'un cavum vargué. Et donc le premier plan de coupe était celui-ci. Et le deuxième plan de coupe, un peu plus verticalisé, montre cette seule image qui est plus postérieure, donc dans le tronçon qui est paramédian postérieur. Autre image sur le tronçon paramédian postérieur, une image d'addition liquidienne. On fait une coupe sagittale et on comprend que cette structure est biloculaire, interhémisphérique. On voit le corps calleux, le splénium. On voit ici la lame tectale qui semble être un effet de masse. Et le Doppler nous montre ici donc, la veine cérébrale interne et le sinus droit. Donc on est au-dessus on n'est pas dans la fosse cérébrale postérieure. Et donc ça peut coller avec un kyste interhémisphérique, cette fois-ci à développement plutôt postérieur. Alors, autre situation, 29 semaines, on est toujours sur la ligne médiane. Là, c'est un peu plus bas puisqu'on voit les deux hémisphères cérébelleux et on voit ici le tronc, soit les pédoncules cérébraux, soit la protubérance. On va voir sur la coupe sagittale. Mais c'est une image kystique, médiane et plutôt basse. Il faut faire d'autres plans de coupe. La coupe coronale nous montre en fait qu'on voit bien les cornes frontales et les cornes temporales qui sont dilatées. On voit bien le kyste et on peut s'interroger sur cette image ici. Ça n'est sûrement pas un cavum septum pellucidum parce qu'il est trop bas, il se situe entre les cornes frontales. Et donc c'est de toute évidence un troisième ventricule
qui est dilatée, ce que confirme la coupe sagittale. Et là, ça permet de localiser beaucoup plus précisément ce kyste. Vous voyez qu'il est effectivement très bas et qui va exercer un effet de masse assez important sur les pédoncules cérébraux et donc une compression de l'aqueduc de Sylvius expliquant la dilatation triventriculaire sous-jacente. Pédoncules cérébraux, donc kyste de la citerne interpédonculaire, et qu'on peut, si on analyse bien l'image, aller un peu plus loin. Je suis désolé, je me suis trompé de bouton une nouvelle fois. Voilà, on a ici une citerne interpédonculaire qui est assez haut située. Alors, 25 semaines, une autre image d'addition. Vous voyez qu'il y a une variété dans les hypothèses diagnostiques. On fait une coupe coronale et on voit une petite image liquidienne d'addition. Sa description topographique a un rôle important dans les hypothèses diagnostiques. On a un corps calleux qui paraît complet, un splénium, et on est immédiatement sous le corps calleux, et on est juste en arrière du plexus choroïde, du toit du troisième ventricule, et on est au-dessus de la lame tectale. Il faut se rappeler qu'il y a une petite structure ici, qui est la glande pinéale ou l'épiphyse, qui est à cet endroit-là, juste en arrière du toit du troisième ventricule, et qu'elle peut développer des kystes qui sont bénins, considérés comme des variants de la normale s'ils sont non compressifs. Et donc, quand on va zoomer un petit peu plus, eh bien, ces rapports anatomiques nous aident, et on sait que la vascularisation, et notamment la veine cérébrale interne, a un trajet que je vous ai mis ici sur ce schéma, qui passe au-dessous de cette glande pinéale, comme on peut le voir là. Et donc ça nous aide à avoir des éléments de réassurance vis-à-vis de cette image liquidienne d'addition. Alors, voilà encore une autre, mais cette fois-ci un petit peu plus en arrière. Elle ressemble à la persistance du cavum varié qu'on a vu tout à l'heure. On fait une coupe coronale, et là, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait à la même hauteur que le cas précédent. Vous voyez qu'on est en regard de la lame tectale, en dessous du plexus choroïde du toit du troisième ventricule. Et donc là, on est plutôt, je suis désolé, je me trompe, on est plutôt, cette fois-ci, comme vous le voyez là, sur ce plus fort grossissement, plutôt dans la citerne ambiante. Et donc, on peut là plutôt évoquer un kyste de la citerne ambiante. Et là encore, le Doppler nous aide, puisque vous allez avoir donc l'artère, enfin l'ampoule de Galien, qui va rejoindre le sinus droit qui passe au-dessus. Image inhabituelle sur une coupe transverse de référence avec, à 27 semaines, une espèce de prolongement vers l'arrière du cavum septum pellucidum. La coupe coronale nous montre un corps calleux paraissant complet, mais vous avez une image qui, en effet, est assez postérieure, qui ne correspond pas à un cavum vargué, qui devrait s'arrêter donc à ce niveau-là. On a par ailleurs un espèce de cloisonnement ici. Et donc, il faut simplement se rappeler que dans ce territoire-là, il y a on appelle le velum interpositum, qui est au-dessus du toit du troisième ventricule et au-dessous du fornix. Et donc, il peut y avoir un kyste qui se développe ici. Et donc, ce kyste a pour conséquence donc, de soulever le fornix. C'est le fornix qu'on voit ici. Je vous rappelle d'ailleurs que le fornix, c'est l'endroit qui fait la séparation entre le cavum septum pellucidum et le cavum vargué. Et puis, donc, ce kyste a tendance donc, à se développer plutôt vers l'arrière et à passer sous le splénium. Vous voyez que vous avez ici la veine cérébrale interne. Donc là encore, le Doppler peut nous aider à renforcer l'hypothèse diagnostique d'un kyste du velum interpositum. Alors, c'est bon pronostic. Donc la patiente est vue 6 semaines plus tard. Vous voyez que cette forme est assez évocatrice, assez caractéristique, une forme triangulaire à base postérieure et à sommet antérieur. Encore une grosse image, cette fois-ci dans le tronçon plutôt postérieur, avec une dilatation du troisième ventricule, une dilatation des ventricules latéraux, toujours pensé à mettre du Doppler. Donc on avait ici un anévrisme de la veine de Galien, une fistule artério-veineuse. Vous voyez qu'ici, c'est une des anastomoses principales et provient d'une artère cérébrale postérieure. Il y a des formes qui sont monumentales, si on peut dire, et donc évidemment le pronostic n'est pas bon, parce que là on a en plus un effet de masse avec des pathologies ischémo-hémorragique potentiel sur ce cerveau qui est un peu maltraité. Voilà une autre situation à 34 semaines adressée pour une image liquidienne. Le Doppler montre de toute évidence qu'il s'agit d'un sinus droit dilaté. On va donc faire une coupe sagittale et on va retrouver donc ces vaisseaux. Alors, là encore, il ne faut pas se précipiter sur un diagnostic a priori, mais faire une analyse sémiologique. Donc on voit d'abord que c'est une fistule artério-veineuse qui doit avoir un retentissement parce qu'il y a un effet de vol. On a en effet une cardiomégalie, vous voyez la
disparité de calibre entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Et donc, on se remémore donc, le réseau veineux cérébral. Et vous voyez que ce n'est pas le sinus longitudinal supérieur qui est dilaté. Ce qui est dilaté ici, c'est le sinus longitudinal inférieur, le sinus droit, et la veine cérébrale interne. Mais on a remarqué dans la portion antérieure un aspect un peu spergineux avec un aliasing qui signe un shunt artério-veineux, donc un hyperdébit. Et donc, c'est des anomalies artério-veineuses. Ici, c'est une maladie, une anastomose artério-veineuse piale. Et donc, ce fœtus donc, a été suivi, on l'a envoyé en centre de référence. La situation s'est dégradée, le shunt a augmenté et donc le couple a fini par demander une interruption médicale de grossesse. Là, je vous laisse découvrir cette image de référence. Si on l'analyse tronçon par tronçon, le signe d'appel se situe ici, vous voyez, dans le tronçon postérieur. C'est une image qui est un petit peu triangulaire, comme on le voit ici, avec pointe antérieure, base postérieure. On est très en arrière, donc on se rappelle qu'il y a ici le torcular. On fait une coupe sagittale et on voit qu'il y a une image d'addition qui est en fait un hématome ici, un thrombus qui abaisse un petit peu la tente du cervelet, mais qui n'a pas d'effet vraiment compressif sur le vermis. Et donc, ce fœtus a eu une évolution plutôt favorable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà un autre exemple. On a une image d'addition postérieure sur la ligne médiane avec une dilatation triventriculaire. Effectivement, il n'y avait pas de vascularisation, ça ne faisait pas tumorale. Et en coupe parasagittale, par voie vaginale, on voit bien cet aspect hématique, surtout on voit bien l'effet compressif de cet hématome. 27 semaines référées pour un cavum septum pellucidum inhabituel. Et en effet, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette image? Eh bien, on a un cavum qui est peut-être dévié. On a un étirement de la corne frontale. Ça justifie donc de coupes différentes. La coupe coronale montre effectivement un cavum dilaté, un plancher ventriculaire soulevé et la ligne médiane qui est soulevée. On voit qu'il y a un corps calleux qui est présent. On fait une coupe parasagittale homolatérale à la masse et on confirme ce soulèvement du plancher ventriculaire et on observe que l'aspect de cette masse est assez proche de celui de la substance blanche au-dessus. Et donc on peut se poser la question d'une tumeur. Et donc c'est le Doppler qui permet, en montrant au moins 2 rameaux artériels provenant de l'artère cérébrale antérieure, qui oriente vers une tumeur cérébrale. Cette patiente avait été prévue pour contrôle écho-IRM dans la foulée. L'IRM a confirmé cette tumeur, mais elle en a trouvé d'autres qui avaient échappé à l'échographie. On était dans un tableau très évocateur de sclérose tubéreuse de Vourneville, chez un fœtus qui avait un cœur normal. Alors évidemment, il y a des situations où le diagnostic est vite fait, une grosse masse, un peu hétérogène, un effet compressif sur le réseau ventriculaire. On utilise toujours le Doppler pour vérifier que c'est tissulaire et donc c'est une tumeur cérébrale. Pas toujours facile, mais vous voyez que si on est rigoureux sur l'analyse des différents tronçons, on ne peut pas ne pas remarquer que le cavum a un aspect inhabituel et que la ligne médiane est déviée. On fait une coupe coronale, on voit que le corps calleux paraît complet, c'est un moment difficile à examiner. On obtient difficilement une coupe frontale, la voie vaginale n'était pas, il était en siège, n'était pas accessible, mais on voit cependant qu'on confirme la déviation de la ligne médiane et du cavum. Une coupe transverse par abord antérieur en essayant de passer par la fontanelle antérieure confirme cette déviation et confirme aussi l'impression qu'on avait sur la coupe ici, la coupe frontale, c'est qu'un soufflement, si on peut dire, de la voûte crânienne et on a l'impression qu'on a une voûte crânienne plus importante du côté contralatéral à la déviation. Et on a obtenu de haute lutte donc, cette coupe coronale donc, qui montre effectivement une asymétrie franche à la fois des hémisphères cérébraux mais aussi de la voûte crânienne, ce qui peut faire évoquer en l'absence de masse de tumeur une possible hémimégalencéphalie et évidemment on a besoin du renfort de l'IRM à chaque fois. Donc en conclusion, la coupe du BIP, PC et de ses variantes transversales détiennent beaucoup d'informations sur l'état de la ligne médiane, des structures qui figurent sur la ligne médiane. Il y a une variété, vous l'avez vu, assez importante d'anomalies dont les pronostics sont divers. Il y en a qui sont de bons pronostics, d'autres beaucoup moins. Et plus que la réalisation systématique de coupes compliquées, dont la reproductibilité en population générale d'échographistes est incertaine, c'est plutôt une solide connaissance de l'écho-anatomie normale des 5 tronçons qu'on vient de voir
qui va faciliter et optimiser la détection des situations où la ligne médiane n'est pas conforme, de façon à faire rentrer ces patientes dans la démarche diagnostique et éventuellement dans la prise en charge pluridisciplinaire. Devant un aspect inhabituel, alors il faut déclencher les coupes sagittales, et ça c'est impérieux, les coupes coronales serrées, un bilan diagnostique pour rechercher les anomalies associées. Et évidemment, la situation doit être traitée au CPDPN, et qui jugera donc de l'indication d'une fonction de liquide amniotique, mais pratiquement toujours d'une IRM, et il est important qu'il y ait une discussion, un échange entre échographistes et IRM s'il ne s'agit pas de la même personne. Je vous remercie.